À la une de l'actualité ce soir, le second compact du Burkina du Millennium Challenge Corporation se consolide. Ce matin, les différentes parties se sont réunies pour discuter des contraintes liées à sa mise en œuvre. Le diagnostic est clair, il faut travailler à lever une contrainte majeure comme le déficit énergétique. On en parle dans ce journal. Et dans ce journal également, à la veille de la Tabaski, les clients ne se bousculent pas dans les marchés d'Ouagadougou. La faute à la cherté des prix et la morosité du marché. Mais pourquoi cela? Les Ouagalais n'ont-ils pas le cœur à la fête? Élément de réponse dans cette édition. Et dans cette édition, l'Irak annonce la reprise totale de la ville de Tal Aftar à l'État islamique. Dimanche, des soldats irakiens avaient déjà célébré la reprise de la ville citadelle. Tal Aftar étant un des 3 bastions de l'État islamique en Irak, sa reprise finalise la reconquête de l'ensemble de la province septentrionale de Ninive. Ce sont là les titres du 20h. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver. Mais d'abord, pour commencer, Mohamed Ibn Chambash, le président du FASO, le représentant spécial de l'ONU pour l'Afrique de l'Ouest, est venu témoigner sa solidarité internationale au Burkina à la suite des attaques du Café Aziz Istanbul. Ibn Chambash en a profité pour présenter ses condoléances suite au décès de Salif Diallo, le président de l'Assemblée nationale. Le point est avec Mathias Drabo et Bouma Ernest Nebié. En effet, avec une profonde tristesse et grande consternation que nous avons vécu l'attaque terroriste le 13 août à Ouagadougou et avec une émotion que nous avons appris la disparition le 19 août de son Excellence Salif Diallo, président de l'Assemblée nationale. Au nom du secrétaire général des Nations Unies et de vive voix, j'exprime une fois de plus nos plus sincères condoléances au gouvernement et au peuple de Burkina Faso. Ma visite au Burkina Faso est la dernière étape d'une tournée régionale dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie intégrée des Nations Unies pour le Sahel et de l'appui du Bureau des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel UNOWAS. Comme vous le savez, les États membres de G5 Sahel ont établi une force conjointe pour affronter efficacement les défis liés au terrorisme dans les pays concernés. Dans le même contexte, je me suis rendu au Mali et au Niger plus tôt cette semaine pour porter ces mêmes messages de solidarité et de détermination des Nations Unies, de travailler étroitement avec les pays de la G5 Sahel, surtout les pays de l'État Gourma, pour faire face aux défis sécuritaires qui confondent ces pays, mais également qui confondent la sous-région Sahel-Ouest africain aujourd'hui. Mohamed Ibn Chambash, propos recueillis par Bouma Ernest Nebié. On vous l'annonçait hier, les députés de l'Assemblée nationale ont entamé ce matin une session extraordinaire d'une semaine. Une session qui doit consacrer l'élection de nouveau président de l'hémicycle. Mais avant cela, ce matin, c'est le suppléant de Salif Diallo qui le remplace à l'Assemblée nationale. Pour l'élection du nouveau président, les candidatures sont à présent ouvertes. Olopoda, Jean-Eudes Bayala. Albert Bamogo, ici en image, occupe désormais le siège du président de l'Assemblée nationale, Salifou Diallo, décédé le 19 août dernier. Suppléant du défunt, il est élu sous la bannière du MPP, Mouvement du Peuple pour le Progrès. Et c'est par acclamation que l'honorable Albert Bamogo prend place aux côtés de ses homologues députés à l'ouverture de cette 3e session extraordinaire de l'année 2017. Une session qui sera consacrée à l'élection d'un nouveau président de l'Assemblée nationale. Cette élection aura lieu conformément à la Constitution, à la majorité absolue au premier tour et à la majorité simple au second tour.
pour la durée de la législature, et cela au regard des dispositions de l'article 82.11 de la Constitution de l'Assemblée. Il faut également noter que l'élection du nouveau président se fera au bulletin secret, conformément aux dispositions de l'article 5, alinéa 1 du règlement de l'Assemblée. Les déclarations de candidature doivent être déposées au secrétariat de l'Assemblée nationale ou du bureau d'âge au moins 1 heure avant l'ouverture de la séance appelant l'élection du président et affichées sans délai. Le grand moment de cette session extraordinaire, c'est sans doute l'élection du nouveau président de l'Assemblée nationale. Un vote prévu pour ce 8 septembre et à l'issue duquel le nom du nouvel occupant du perchoir sera connu. Dans l'actualité ce soir, le Burkina Faso a bénéficié d'un second compact du MCC, le Millennium Challenge Corporation, un vaste programme américain destiné à booster la croissance économique au Burkina. Pour la formulation du projet, il faut d'abord analyser les contraintes liées à sa mise en œuvre. Le diagnostic est clair, il faut travailler à lever une contrainte majeure comme le déficit énergétique. Et ce matin, les deux parties, américaines et burkinabè, se sont rencontrées pour s'accorder sur ce diagnostic. Moussa Ouedraogo, Moumouni Soubega. Réduire la pauvreté à travers la croissance économique, c'est l'objectif affiché par le second compact du MCC. Pour l'atteindre, il faut maîtriser le contexte national. Et selon le diagnostic effectué par l'unité de coordination de la formulation du second compact du MCC, il y a de nombreuses contraintes à lever, à commencer par le déficit énergétique. Un travail salué par le Premier ministre qui compte sur ce second compact pour réaliser le programme de son gouvernement. Je souhaite que les projets qui vont être élaborés par la suite pour matérialiser le MCC seront tout à fait en phase avec le plan national de développement économique et social, ce qui permettra de créer une synergie et de créer et de potentialiser davantage l'impact du PN2S. Ça montre qu'en réalité, on aura une convergence d'action. On aura donc un effet d'amplification du PN2S grâce au Millennium Challenge Corporation. Et ça, vraiment, c'est extrêmement important pour nous. Satisfaction également de la partie américaine. L'ambassadeur du pays de Donald Trump au Burkina félicite le pays des hommes intègres pour son leadership avant de saluer l'étape qui a été franchie. Je suis vraiment content aussi de collaborer cela et introduire cette équipe conjointe burkinabé et américain qui travaillent ensemble. Le Burkina Faso est sur la bonne voie et cette collaboration est sur la bonne voie. Et l'énergie que vous voyez de tous les gens qui sont engagés dans ce domaine est vraiment fantastique. 350 personnes issues de différentes sphères ont travaillé dans le cadre de cette étude de la coordination du second compact. À cette rencontre, il est question pour toutes les parties prenantes du compact de valider l'analyse des contraintes à l'investissement privé et à la croissance économique du Burkina. Le processus suivra d'autres étapes avant la signature finale du compact et la mise en œuvre des différents projets. Et à l'issue de cette rencontre, l'ambassadeur des États-Unis au Burkina s'est rendu chez le Premier ministre. Les deux hommes sont revenus sur les orientations du nouveau compact du MCC. Et pour le diplomate américain, il est important d'avoir une vision claire sur les chantiers afin que les investissements aient un impact réel sur la vie des populations. On en parle avec Jacques Lamissa Tarpaga et Konsoum Koulibaly. L'ambassadeur des États-Unis d'Amérique et le Premier ministre burkinabé échangent sur les besoins et les problèmes de développement du Burkina Faso. L'idée est de bien cerner les différents secteurs en vue d'une bonne mise en œuvre du nouveau compact du Millennium Challenge compte en préparation. Ensemble, nous sommes en train de traverser la première étape de la formation des études où on va travailler dans le futur et je crois que c'était quelque chose qu'on va vraiment renforcer. C'est sûr que ça va prendre du temps parce que nous voulons agir d'une manière bien informée par les études sur le terrain.
et les engagements avec la population burkinabé qui va être concernée dans le domaine dans lequel nous allons travailler. Mais ça va prendre des années de formation et de sélectionnement pour que nous puissions être sûrs que nous agissons de la bonne manière pour soulever quelles sont les contraintes qui touchent le développement équitable pour le Burkina Faso et comment nous pouvons nous insérer pour faire exploser ces contraintes, pour faire un meilleur avenir pour la population burkinabé. Le Burkina Faso a déjà bénéficié d'un premier compact. Cela a permis de construire entre autres des routes et d'aménager de nombreuses surfaces de terrains agricoles. La croissance économique souhaitée dans le pays passe aussi par le développement du secteur de l'élevage. Et aujourd'hui, au Burkina Faso, il est difficile d'envisager l'élevage sans agriculture. Pour le projet Voie de changement destiné aux pasteurs et aux agro-pasteurs, il est important d'insister sur la résilience. Et pour y arriver, le projet mise sur le plaidoyer. Explication avec Bouma Nebié. Aider les éleveurs du Burkina à mieux s'organiser et à mieux défendre leurs intérêts, c'est le défi que s'est lancé le projet Voie pour le changement. À cet effet, les acteurs ont élaboré un plan de plaidoyer qui vise à accompagner l'application effective des textes et lois liés au pastoralisme. On a élaboré avec notre partenaire le PASMEP pour accompagner en tout cas l'application effective des textes de loi liés au pastoralisme dans un contexte de décentralisation et changement climatique. Donc ce plan de plaidoyer en fait est la résultante d'un processus de réflexion collaboratif et progressif que nous avons mené au cours de l'année 2016 avec le PASMEP sous la supervision de la SNV. Cet atelier organisé avec la collaboration de l'Organisation néerlandaise de développement va permettre aux acteurs de l'agriculture et de l'élevage d'examiner et valider le document. Une feuille de route qui va booster le secteur de l'élevage au Burkina. Cet atelier devra permettre vraiment une concertation avec les autres organisations de la société civile et qui évoluent dans le domaine du pastoralisme et permettre des alliances entre ces différentes organisations et voir comment est-ce que les activités qui sont peaufinées pour être réalisées vont être faites et quelles sont les stratégies à mettre en place pour un bon plaidoyer pour aboutir à des résultats probants. Au sortir de cet atelier, les acteurs espèrent une meilleure prise en compte effective des intérêts des agriculteurs et éleveurs du Burkina. À la veille de la Tabaski, les marchés de la capitale burkinabé sont presque vides. Cependant, un constat se dégage. Vendeurs tout comme acheteurs, tous se plaignent, soit de la morosité du marché ou encore de la cherté des prix. Reportage, Roger Bembamba et Maimouna Traoré. Ici, au marché des arbres d'Aga, l'ambiance n'est pas celle d'une veille de fête. Devant les étals, pas d'affluence. Même constat au marché de la cité en deux. Nous avons de jolis légumes. Malgré tout, il n'y a pas de marché. Nous ne vendons même pas cher. Depuis le matin, je n'ai pas eu de clients. Cette année, ça ne va pas. Le marché a été meilleur l'année passée. Je vendais de la viande sur Kwame Nkrumah. Depuis les attaques terroristes, rien ne va. Je me promène dans les marchés, mais rien ne marche. Pour Alizeta Cabré, tout est morose. Elle n'a rien à proposer à ses clients. Le jardin où elle s'approvisionne en légumes est envahi par les eaux. Une situation qui pourrait expliquer la plainte de cette cliente. D'habitude, si on vient ici, en tout cas, on trouve que c'est abordable. Et puis au moins, on trouve les condiments. D'habitude, là, c'est moins cher ici. Sinon, nous, on a quitté jusqu'à Somgandé pour venir chercher les condiments ici. Mais on est vraiment désolé. À cela s'ajoute la flambée des prix. Comme chaque fête, il y a les enchères. Les commerçants profitent pour augmenter les prix. Et les carottes là à côté, là, ce sont des tas de 1000 francs et 500. On dirait que ce n'est pas cultivé au Burkina Faso, c'est cher. Mais dans ces marchés, il n'y a pas que des mécontents. Cette vendeuse de légumes écoute de la musique à partir de son téléphone portable. Ses affaires marchent. J'ai fait de bonnes affaires. J'ai commandé 10 caisses de carottes. Il ne me reste que ce que vous voyez. Au-delà de toute considération, l'optimisme est la chose la mieux partagée dans ces marchés.
Ça ne marche pas, mais comme il y a la santé, je rends grâce à Dieu. Bonne fête à tous. Chacun rend grâce à Dieu et prie pour la paix et la prospérité au Burkina Faso. Et à la veille de la Tabaski, focus sur le marché à bétail d'Abidjan, situé dans le quartier Port-Boué. C'est l'un des plus importants de la sous-région. Des milliers de petits et gros ruminants arrivent là-bas chaque jour. La plupart en provenance des pays voisins comme le Mali, le Niger et surtout le Burkina Faso. Et cette période de la fête de Tabaski est propice aux affaires chez les commerçants. On voit tout cela avec Amadou Lougué. Plus qu'un parc à bétail, il a l'allure aujourd'hui d'un carrefour commercial. Des centaines de têtes arrivent ici chaque jour des pays voisins à la Côte d'Ivoire. Le plus grand fournisseur est le Burkina Faso. Actuellement, nous, éleveurs au Burkina, de Sahel Dori, nous on voit 100 personnes qui élèvent et puis on envoie à Abidjan ici. Par jour, nous pouvons avoir, quand tout marche bien, nous pouvons avoir dans les 50 à 60 camions. Et maintenant, tel qu'aujourd'hui, par exemple, nous sommes dans un cas spécial, la fête de Tabaski. Et je peux vous dire que j'ai déjà reçu plus de 60 camions venant du Burkina et du Mali. Un camion peut charger au minimum 300 têtes de petits ruminants. Ici, il y en a de toutes les formes et le prix varie aussi en fonction du gabarit. On a plus de 300 moutons. Ça varie de 80 à 100, 150 à 350. Non, le vieux, mais c'est que 230 il va gagner, mais il entend le provoquer. Sinon, 230 il ne gagne pas. Ça, là, normalement, c'est 400 000. Les périodes des fêtes roulent toujours à l'avantage des commerçants du parc à bétail de Port-Boué. Ici, il n'y a plus de limite de prix. Je compte le vent à 2 millions. 2 millions, je crois que ce n'est pas trop. Oui. Il y a même un qui est venu de citer, il est tout près là. Lui, il a fait à 1 600 000. Et on lui avait dit que le prix même qu'on cherchait, c'était 2 millions. Donc, je compte avoir 2 millions là-dedans. Les clients pendant la période de Tabaski sont bien sûr les musulmans. Comme cet opérateur économique, El Hadj Isiaka Sawadogo, un Ivoirien aux origines burkinabè qui a fait fortune dans le transit et l'immobilier. Chaque Tabaski, il achèterait ici plus de 200 moutons. La Tabaski est célébrée comme le couronnement du pèlerinage à la Mecque. Sur place dans les lieux saints de l'islam, ce 31 août, c'était la ferveur sur le mont Arafat, un des temps forts du pèlerinage. Les fidèles passent donc leur temps dans des prières et invocations avant de faire route vers Mouzalifa et Mina pour la lapidation de Satan. Regardez. Le soleil n'est pas encore levé qu'ils sont déjà nombreux à prier. Tout de blanc vêtus, des milliers de fidèles musulmans commencent à se rassembler sur le mont Arafat, temps fort du pèlerinage de la Mecque en Arabie Saoudite. C'est ici que le prophète Mahomet aurait prononcé son sermon d'adieu aux musulmans qui l'avaient accompagné pour le pèlerinage à la fin de sa vie. Je suis déjà venue 8 fois. Je viens au mont Arafat pour prier pour ma famille, ma fille, mon fils, pour les Philippins musulmans et les musulmans du monde entier. Ici, les pèlerins invoquent Dieu, les paumes tournées vers le ciel. Tout au long de la journée, les fidèles musulmans feront l'ascension du mont Arafat pour un moment de prière et d'invocation. Ils sont plus de 2 millions à participer au grand pèlerinage de la Mecque. Et puis des jeunes chrétiens du Centre international d'évangélisation sont réunis à Ouagadougou pour leur 11e université des jeunes. Plus de 2000 jeunes venus des pays comme la Côte d'Ivoire, le Mali, le Sénégal, le Ghana et bien sûr du Burkina Faso vont bénéficier d'enseignements pratiques mais aussi bibliques. Zoubaviel David Abiré. Le jeune chrétien, lumière et témoin du Christ. C'est sous ce thème que se tient la 11e édition des universités des jeunes du Centre international d'évangélisation. Réunis ce 30 août à Ouagadougou, participants, organisateurs et accompagnants procèdent à la cérémonie d'ouverture. Pour les parrains de la présente édition, représentés ici par le ministre d'État Simon Compaoré, ces universités sont une initiative qui va permettre aux jeunes d'avoir une vie citoyenne bien remplie et responsable.
Le monde est dans des turbulations et notamment sa frange jeune. Et le Premier ministre prie qu'il plaise à Dieu de faire en sorte que ces jeunes-là soient, comme nous l'avons entendu, le sel de la terre, qui puissent impacter le milieu de manière positive. En tout cas, je suis très heureux de voir cette mobilisation des jeunes, de l'intérieur comme de l'extérieur. Plus de 2000 jeunes venus de l'intérieur du pays, mais aussi des pays comme la Côte d'Ivoire, le Mali, le Niger, le Sénégal et le Ghana prennent part à cette édition. Ils bénéficieront d'enseignements pratiques, des révélations et des réunions publiques sur le thème principal. Vous savez, l'Université des jeunes, c'est le cadre de rencontre par excellence de tous les jeunes du Centre international d'évangélisation. Et c'est une occasion où nous nous rencontrons pour ensemble échanger entre nous, pour ensemble recevoir les directives de nos responsables spirituels et pour ensemble nous former et nous édifier dans la sainte parole de Dieu. Et pour cette édition, nous avons des enseignements d'ordre biblique. Pour cette cérémonie d'ouverture, des aînés se sont succédés au parloir pour adresser leur bénédiction aux jeunes. Et c'est dans une ambiance de gaieté que les participants vont entamer ces universités des jeunes du Centre international d'évangélisation. Et puis les vacances ne sont pas seulement propices pour le repos. Beaucoup d'élèves en profitent pour combler leurs lacunes. L'engouement est tel qu'aujourd'hui, les établissements scolaires s'investissent pleinement dans l'organisation des cours de vacances. Une de nos équipes a suivi 2 élèves inscrits à ces cours de vacances. Reportage avec Zoubaviel David Abiré. À droite, à gauche, à droite. La période des vacances rime très souvent avec repos et distraction pour la plupart des élèves. Mais Mariam, elle, n'a pas opté pour ce choix. La jeune fille, qui doit faire la classe de 3e l'année académique prochaine, choisit ce moment pour renforcer ses capacités intellectuelles à travers des cours de vacances organisés par certains établissements scolaires de la place. Bon, comme on le dit si souvent, il y a un temps pour s'amuser et un temps pour étudier. J'ai pris quelques mois pour faire les vacances. Maintenant, j'ai décidé de venir suivre les cours de vacances pour commencer à réviser et puis mieux entamer la classe de 3e. Ulrich, tout comme Mariam, passe en classe de 3e. Ces cours, selon eux, sont une occasion de mieux se préparer pour affronter le BEPC, le brevet d'études du premier cycle. Je fais les cours de vacances premièrement parce que ça m'aide à comprendre ce que je n'ai pas compris l'année passée en classe de 4e. Et je vois un peu de ce que je vais voir en 3e. J'ai beaucoup appris dans la matière, dans des matières comme l'anglais et les sciences. Et je pense que ça pourra m'aider pour le BPC. Pour les enseignants, les cours de vacances représentent un cadre pour combler les lacunes des années antérieures et de mieux se préparer pour l'avenir. Je peux dire que vraiment, les cours de vacances, ça permet à l'élève de rehausser son niveau. Par exemple, il peut y avoir que l'élève ait des lacunes. Voilà, cela permet à l'élève de relever son niveau. Les élèves qui ont suivi les cours de vacances, ça se ressent. Au début de l'année, ils sont plus en avance sur les autres. Et cela permet à l'enseignant aussi d'être vraiment dans le temps, quoi. Quand on commence avec eux, on se rend compte même qu'il y a plein qui sont en 3e, mais qui ont des difficultés toujours de conjuguer des simples verbes de premier ou de deuxième groupe. Et c'est l'occasion pour eux de revenir sur ça et faire des révisions. Et on leur donne beaucoup d'exercices à traiter et on leur permet de se corriger. Comme c'est les vacances, on essaie toujours de faire tout pour qu'ils soient relax. 30 jours durant, Mariam et Ulrich renforceront leurs capacités en français, en physique, chimie et en mathématiques, afin d'accroître leurs chances de succès à leurs examens de fin d'année académique 2017-2018. Et puis l'Irak annonce la reprise totale de la ville de Tal Aftar à l'État islamique. Dimanche, des soldats irakiens avaient déjà célébré la reprise de la citadelle de la ville. Tal Aftar étant un des 3 derniers bastions de l'État islamique en Irak plutôt. Sa reprise finalise la reconquête de l'ensemble de la province. À portée de mortier, la dernière poche de résistance. Al-Ayadia est l'ultime refuge des militants de l'État islamique qui ont en grande partie abandonné Tal Afar dans le nord de l'Irak.
Chaque maison peut être piégée, chaque civil est un danger potentiel pour l'armée irakienne et les peshmergas. Dans ce climat de paranoïa, femmes et enfants sont emprisonnés, accusés d'être membres de l'État islamique. En réalité, ces gens ne sont pas des réfugiés, mais des partisans de Daesh. Ils portaient tous des ceintures d'explosifs qui sont déposées devant vous. Tal Afar était le dernier bastion de l'État islamique dans la province de Ninive, suite à la chute de Mossoul. En Syrie aussi, les djihadistes subissent des revers. Ils ont évacué la zone frontalière libano-syrienne et devaient se rendre en accord avec le Hezbollah vers l'est du pays, dans la province de Deir ez-Zor. Mais leur convoi a été bloqué par des bombardements de la coalition. Pour les États-Unis, pas question de laisser les djihadistes se déplacer vers une autre ligne de front. Ces derniers mois, les revers se multiplient pour le califat autoproclamé. L'État islamique aurait perdu près de 60% de son territoire en Irak et en Syrie. Et puis, le 31 août 1997, la berline qui transportait Lady Di s'encastrait dans un pilier du tunnel de l'Allemand à Paris, tuant la princesse de 36 ans et son nouvel amour, le riche héritier égyptien Dodi Al-Fayed. 20 ans après sa mort, son souvenir reste vivace. Regardez. C'est ici, dans le 7e arrondissement de Paris, que Lady Di a trouvé la mort. Il y a 20 ans, sa voiture heurtait un des pylônes du pont de l'Alma. Aujourd'hui, c'est devenu un lieu de recueillement. Son décès avait bouleversé le monde. Elle, qui était l'épouse du prince Charles et dont le désarroi sentimental avait fait la une des tabloïds. Des années plus tard, son souvenir reste encore vivace, comme en témoignent ses nombreux messages laissés sur le lieu du drame. Un héritage que ses fils veulent entretenir. Sous une pluie battante, ils sont venus lui rendre un dernier hommage discret au palais de Kensington. C'était là qu'elle résidait à Londres. Sa vie et sa mort ont profondément marqué la monarchie et la société britannique. J'ai eu beaucoup de chance de rencontrer Diana quand elle était jeune. Si elle était encore en vie, elle ferait une formidable reine. Elle a modernisé la famille royale de bien des façons. Elle était adorable. Il y a 10 ans, un concert géant avait été organisé en sa mémoire. Cette année, William et Harry ont voulu plus de sobriété. Ils ont rencontré dans l'après-midi des responsables d'œuvres caritatives, une façon de perpétuer l'engagement de leur mère. Et on referme ce journal avec la revue de presse des quotidiens, revue de presse signée Evelyne Dabiré. La succession du docteur Salifou Diallo s'ouvre ce matin, informe Sidoya. Une session extraordinaire au cours de laquelle interviendra l'élection du président de l'Assemblée nationale le 8 septembre à 10 h, explique le premier vice-président dans les colonnes de Aujourd'hui au Faso. Mais auparavant, rapporte l'observateur Palga, l'Assemblée a clos hier 30 août la session spéciale ouverte le 19 août dernier pour l'organisation des obsèques et la cérémonie d'hommage au docteur Salifou Diallo. Et c'est la clôture de la dite session qui permet de convoquer cette autre session extraordinaire pour désigner le remplaçant du président défunt, explique ce journal. Autre sujet d'intérêt des quotidiens, les préparatifs de la fête de la Tabaski. Les portefeuilles sont vides et les moutons inaccessibles, constate aujourd'hui au Faso, qui a fait un détour dans les marchés de bétail de la ville de Ouagadougou. Résultat des courses, les vendeurs sont déçus et les acheteurs se plaignent du coût élevé des moutons, rapporte ce journal. Les clients viennent à compte-gouttes, confie un vendeur au pays. Il faut donc user d'astuces, retorque un autre dans ce journal, comme par exemple scinder son troupeau en plusieurs groupes et les placer à des axes stratégiques à travers la ville. Le coût des moutons va jusqu'à 350 000 francs par endroit, lit-on dans le pays. Et si les fidèles musulmans se battent pour s'en procurer, c'est parce que généralement, qui dit tabaski, dit mouton, écrit aujourd'hui au Faso. Mais dans Sidoya, l'imam Alidou Ilboudo de l'AEMB explique que le sacrifice du mouton est une recommandation et non une obligation. Alors, est-il possible de sacrifier un autre animal que le mouton? Questionne le journal. Oui, réponse de l'imam, qui cite en plus les chameaux, les bœufs, les chèvres. Mais ce qui diffère, c'est l'âge de l'animal choisi, précise-t-il dans son entretien avec Sidoya. Cette fête intervient à un moment où le Burkina est encore meurtri. Alors, puisse le sang des béliers charrier les malheurs qui frappent le Burkina, souhaite le pays. Bonne fête donc à tous les musulmans qui s'apprêtent à célébrer la Tabaski demain. Merci de votre attention. Très bonne suite de programme sur la RTV. Au revoir.